Selon la légende, le titan Prométhée façonna le corps des hommes à partir d'un mélange de terre et d'eau. Pour assurer leur pérennité, il leur offrit le feu, dérobé à Zeus, ce qui ne manqua pas de déchaîner son courroux. Mais ceci est une autre histoire. Nous ne saurions sous-estimer l'étroitesse des liens nous unissant à la Terre et sa transformation. J'ai nommé la céramique, premier art du feu et d'ailleurs l'un des premiers arts tout court. Histoire immémoriale s'il en est, c'est au bord des fleuves et rivières que les premières sociétés firent la rencontre du limon. Matière certes salissante, mais ô combien ductile et malléable. La docile boue adoptait puis conservait, sans trop de peine, les formes désirées par les mains bâtisseuses. Cependant, l'objet obtenu demeurait instable, fragile, et menaçait de se délayer dans l'eau. C'est à ce moment précis qu'intervient le feu volé par ce bon Prométhée, sans qui la terre cuite ne serait pas. Avec juste ce qu'il faut d'ardeur, les flammes s'affairaient à fixer définitivement, ou presque, le savoir-faire de l'artisan sur l'argile. Ce geste ainsi cristallisé, l'empreinte apposée sur la terre apparaît comme le tout premier acte reproducteur. À son origine, la céramique n'avait aucun usage particulier. Les premiers objets, primitifs aïeux de myriades d'autres statuettes et d'autres pots, étaient façonnés à des fins artistiques et culturelles. Les jarres, les plats, les bols et les écuelles ne vinrent que quelques 20 000 ans plus tard. C'est bien simple. Hommes et femmes ont d'abord songé à faire œuvre avant de faire la vaisselle. Terre, eau et feu. La réunion de 3 des 4 éléments donne naissance aux céramiques. Mais le dernier fauteuil semble vide. Semble seulement. Impalpable, éthéré, nous ne pouvons percevoir son occupant, précisément parce qu'il siège en chacun de nous. C'est à nous qu'il revient de conférer aux poteries ce souffle de vie prométhéen. D'où cette troublante ressemblance. De simples statues ? Non. Leurs créateurs ont formé une armée de gardiens. Et 22 siècles plus tard, nous contemplons une foule de témoins. Leurs créateurs peuvent reposer en paix. N'en déplaise à Darwin, l'homme tient bien plus du pot que du chimpanzé. Une
ressemblance que l'on observe plus facilement en vieillissant, de la simple craquelure jusqu'à l'irrémédiable cassure. Dorlotés avec un amour infini, nous ne sommes que très peu de choses sans celles et ceux qui nous ont vus naître. Parce que la joie n'est pas chose à modérer, on reconnaît pleinement la fougue de la jeunesse, lui accordant volontiers des droits aussi fondamentaux qu'éphémères, le droit à la curiosité et à l'imagination, le droit à l'amusement et à l'oisiveté, en définitive, le droit à l'enfance. Celui de prendre son temps, qui, de cette manière, n'est jamais vraiment perdu. Des réponses à des questions. Nous sommes donc en direct sur TF1. C'est donc la nouvelle émission du jour, la meilleure toujours. C'est Questions pour les réponses. Le but du jeu consiste à donner des réponses, car nous avons donné des questions. Et puis donc voilà, ça devrait être fini là. Ceux qui sont un peu perdus cherchent les premières. Ceux qui le sont complètement ont oublié les secondes. En voici une. Est-ce que quitter l'enfance représente une perte ou un progrès ? Nul ne le sait. À l'âge où les connaissances prennent le pas sur les histoires, la vision du monde change. Nous sommes confrontés à de nouvelles réalités, de nouvelles perspectives, désirées ou non. Tout ce dont l'enfant avait été préservé jusqu'alors, tout ce qui l'entourait sans qu'il en ait conscience, déferle sur lui. Cette transition fait l'effet d'une deuxième naissance. Assailli par le doute, notre imaginaire tari, il devient vital de puiser à l'extérieur ce que l'on ne trouve plus en nous-mêmes. Asséché, on en devient d'autant plus cassant. Chaque choc peut provoquer une nouvelle fêlure, et la tentation de s'y engouffrer est grande. En réaction à la douleur, le doux rêve de revenir en arrière et de tout recommencer fait son apparition. Mais même les plus grands ne sauraient marcher à reculons indéfiniment. On ne peut pas rembobiner la vie. Au-dessus de la restauration, qui suggère un retour à l'état initial, s'érige la reconstruction, mue par un véritable élan vital. Cette reconstruction, démarche douloureuse mais curative, porte bien des noms. L'un d'eux pourrait être kintsugi, un art japonais consistant à réparer les céramiques brisées avec des coutures d'or. Là où la colle se limite à dissimuler les fêlures, à faire comme si de rien n'était, l'or s'applique à les magnifier. Métaphore de résilience par excellence, cette technique tend à révéler l'histoire et les épreuves qu'a connues son objet ou son sujet. La casse ne signifie plus la fin ou la mise au rebut, mais un renouveau. Cela va sans dire. Ces sutures étincelantes reprisent aussi bien un bol ébréché qu'une âme morcelée. Personne ne paie les pots cassés.